Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, vient de ridiculiser les puissances coloniales. Il a dit les termes, il n'a pas mâché ses mots comme d'habitude, et il a révélé toutes les magouilles que ces puissances font en Afrique. Vous allez voir, suivons. Beaucoup d'entre nous pensons que la Russie et l'Afrique ensemble vont constituer une force qui va peser sur la question internationale de paix et de sécurité, mais aussi qu'il est important que nous puissions aussi avancer avec la Russie pour pouvoir transformer nos pays, aller vers plus de développement, de transfert de technologies dans un certain nombre de secteurs clés, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture. Et parce que nous pensons que dans tous ces domaines, le domaine des télécommunications, les satellites, donc il y a un certain nombre de domaines clés où nous pensons que le travail avec la Russie pourrait être différent du travail avec d'autres puissances où nous n'avions pas le sentiment que ces puissances travaillent pour renforcer l'autonomie économique, politique ou sécuritaire de nos pays, et que avec la Russie, puisque l'agenda n'est pas un agenda de domination et d'assujettissement, qu'il y aurait plus d'ouverture pour pouvoir travailler avec nos pays dans un esprit gagnant-gagnant. Donc c'est pourquoi ce partenariat et cette première conférence, parce que c'est la toute première, après le deuxième sommet, que nous espérons que la prochaine session, qui se tiendra en Afrique combinée à celui-là, permettront aussi de donner des résultats tangibles. Je crois que beaucoup de nos collègues ont parlé de la nécessité aussi d'accélérer, parce qu'on a le sentiment aussi que bon, sur certaines choses, ça n'avance pas au rythme que nous voulons. Nous devons mettre des mécanismes en place pour renforcer la collaboration. Donc je pense que c'est un travail qui se poursuit dans un bon état d'esprit, de respect mutuel et de compréhension. Vous avez participé aussi dans les sessions thématiques, n'est-ce pas? Quel était votre message? Pour le message clé que nous avions dans la session thématique qui était autour de la vérité, sur le colonialisme, c'était de dire que pour nous, si on veut parler de vérité, c'est d'abord la vérité historique, de rappeler que la Russie n'a jamais assujetti nos peuples, n'a pas pratiqué l'esclavage, n'a pas pratiqué la colonisation, et au contraire, l'ex-URSS ensuite, la Russie qui en a été le légataire, a travaillé toujours pour pouvoir aider les peuples africains qui étaient en lutte pour leur indépendance à pouvoir se sortir de là. Donc il ne faut pas confondre un certain nombre de choses par rapport à cela, parce que beaucoup, malheureusement, dans nos pays, dû à la rhétorique occidentale, essaient de dire que oui, des pays comme le Mali, mais pourquoi vous quittez les anciens maîtres pour aller vers de nouveaux? On a dit non. Ceux dont vous parlez, qu'on ne doit même pas considérer comme des maîtres, bon, avaient beaucoup pratiqué l'esclavage, la colonisation et tout ça. Donc c'est de dire que cette vérité historique mérite d'être rétablie pour notre part. Et la deuxième part de vérité qui nous semble aussi être important, c'est de se dire que même si la colonisation appartient à une ère qui nous semblait être révolue, comme certains l'ont dit hier, le colonialisme de type nouveau ou le néocolonialisme demeure, parce que après la colonisation, bon, on nous a donné tous les artifices de l'indépendance, mais les outils sont restés. Un des premiers outils, c'est d'abord des systèmes politiques qui sont restés pour pouvoir perpétuer le système de domination coloniale, y compris économique et politique, mais aussi, il y a d'autres outils. On a parlé hier des médias, le système de contrôle mental de nos populations, parce que dans le passé, on devait envoyer les militaires pour contrôler les pays. Aujourd'hui, à travers les médias, il y a un système de manipulation et de contrôle. On a parlé aussi de l'existence de systèmes monétaires dans nos pays que nos États ne contrôlent pas en tant que tels, qui continuent à perpétuer ce système vraiment de maintenir nos pays dans des situations de producteurs de matières premières et d'exporter ces biens. Et aussi, nous avons mis l'accent hier sur l'importance de la relation aujourd'hui entre certains médias de propagande qui sont devenus des instruments de destruction massive et leur lien avec les groupes terroristes. Et beaucoup de ces médias aujourd'hui occidentaux sont devenus pratiquement des relais, des porte-voix
des groupes terroristes. Donc pour nous, ça c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus le lien entre les médias de propagande, déjà quels sont ces médias, et puis les groupes terroristes? Parce que votre pays... Je vous donne un exemple clair, pour vraiment dire les choses clairement. Je pense que la télévision France 24, pour ne pas parler que d'elle, bon, aujourd'hui, elle a des programmes particuliers qui donnent la voix à des groupes terroristes qui avouent ouvertement être en contact avec des groupes terroristes, qui avouent avoir des informations sur des cibles à attaquer et qui fait l'apologie du terror, qui se réjouit souvent même quand nos populations sont tirées, qui montrent plus d'empathie pour des groupes terroristes. Donc je pense que cette question-là, le gouvernement du Mali a ouvert une enquête judiciaire pour apologie du terrorisme contre un journaliste. Mais France 24 n'est pas seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias qui s'engagent dans ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à un terrorisme sur le terrain, qui est le terrorisme sécuritaire, mais il y a aussi un terrorisme médiatique, parce qu'on utilise les médias pour faire peur à nos populations, pour faire avancer l'agenda de ces terroristes, pour diaboliser nos populations et amener nos populations même à se soulever contre leurs autorités. Donc, je pense qu'avec toutes ces questions, le troisième message que nous avons aussi lancé, c'est que par rapport au colonialisme, bon, il y a certaines institutions internationales aujourd'hui aussi qui contribuent à la perpétuation de ce système de domination. Nous avons pris l'exemple du Conseil de sécurité où le fait de prendre des pays comme étant des porte-plumes, c'est une sorte de système pour perpétuer la domination coloniale, parce que les anciennes puissances anglaises sont sous la plume de la Grande-Bretagne, les anciennes puissances françaises, les anciennes colonies françaises sont sous la France. C'est une sorte de perpétuation de ce système de domination. Même les institutions financières internationales ont pour vocation de maintenir ce système colonial, parce qu'il ne s'inscrit pas dans les perspectives de transformation de nos économies pour qu'ils deviennent des acteurs économiques majeurs, sans compter les conditionnalités politiques qui sont aujourd'hui du ressort de ces organisations qui sont censées s'occuper de développement, mais à cause des prises de position de nos pays ou de nos votes, nous sommes sanctionnés, même par ces institutions financières. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on appelle le néocolonialisme, la colonisation, il y a des méthodes plus sophistiquées, plus subtiles, plus perfides, qui sont encore existants, et nous saluons l'action de la Russie à travers la résolution qui a été portée au niveau des Nations Unies, que le Mali a soutenue, et nous pensons que nous devons au quotidien travailler pour renforcer l'autonomie de nos pays et sortir des scénarios de dépendance sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, mais aussi sur le plan du développement. Il faut que nous soyons autonomes pour créer la richesse et les opportunités pour nous. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des intérêts qui entrent en collision. Parce que c'est que l'exploitation chez nous crée beaucoup de richesses ailleurs. Donc quand vous voulez changer les règles du jeu naturellement, je pense que ça peut amener des tensions. Mais quel est l'objectif de ces médias qui soutiennent le terrorisme dans votre pays? C'est la déstabilisation? Bon, vous pouvez leur demander, leur poser cette question. Mais pour nous, c'est que bon, je pense qu'il y a plusieurs outils. Il y a le niveau politique. Ces médias-là, c'est qui? C'est les médias d'État. C'est des médias qui relèvent souvent du ministère des Affaires étrangères de ces pays. Donc, ce sont des outils d'influence d'un certain nombre de pays pour atteindre des objectifs géopolitiques. Mais souvent, il y a même des médias privés qui peuvent le faire également. Donc le Mali a accusé récemment l'Ukraine d'être derrière les actes terroristes dans votre pays. Pourquoi ces actes de l'Ukraine, selon vous, sur votre territoire? Quel est l'intérêt? Nous nous posons la même question. Quel est l'intérêt? Parce que le Mali n'a jamais été en conflit ouvert avec l'Ukraine, ou même en conflit avec l'Ukraine, et même quand le conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, le Mali a toujours essayé d'avoir une posture neutre et constructive. Et maintenant, sous prétexte de combattre la Russie autrement, l'Ukraine déporte sa guerre sur notre territoire, soutient ouvertement des groupes terroristes qui ont tué des militaires, des civils maliens.
Et l'Ukraine, ce sont ses officiels des services de renseignement et même ses diplomates qui ont revendiqué ce fait qui est une première parce que c'est quand même un État membre du Conseil de sécurité, un État membre de la communauté internationale, signataire de la Charte des Nations Unies qui a quand même des engagements. Donc c'est pourquoi le Mali, le Burkina, le Niger, nous avons porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'avons pas de suite pour l'instant, mais pour nous, c'est une décision de principe que nous devions avancer, mais aussi nous avons souligné le fait que aujourd'hui l'action de l'Ukraine contribue aussi à la déstabilisation de tous les pays du Sahel et nous craignons que même des armes, une partie des armes qui sont données à l'Ukraine finissent entre les mains de ce groupe, étant donné que l'Ukraine a clamé ouvertement qu'elle les fournit non seulement en renseignement, mais en moyens logistiques. Donc, je pense que la communauté internationale, les autres pays africains ne doivent pas s'asseoir et regarder, parce que ce qui est en train de se passer chez nous aura des conséquences. Non, pas seulement pour le Mali, le Burkina et le Niger, mais largement au-delà de mai. Je sais que ça s'inscrit dans une démarche de déstabilisation de nos pays, parce que, bon, il ne faut pas se voiler. Est-ce que l'Ukraine a tous ses moyens d'opérer à des dizaines de milliers de kilomètres? C'est l'une de mes questions. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des forces qui sont derrière l'Ukraine? C'est évident. Nous n'avons pas de doute. Nous n'avons pas de doute parce que l'Ukraine, c'est un écran de fumée. Donc, il y a certaines puissances qui sont tapies dans l'ombre. Il y a certains États de la région qui sont aussi complices de ce qui se passe. Nous ne sommes pas dupes. Donc, je pense que l'Ukraine elle-même est utilisée pour d'autres agendas qui visent vraiment à briser la dynamique d'autonomie et de refondation qui est en cours dans nos pays. Mais on est témoin aussi du recul de l'influence occidentale dans votre pays. Quelles en sont les raisons principales? Vous savez, nous ne sommes pas dans une démarche de faire reculer ou avancer l'influence occidentale ou orientale. Le Mali, nous cherchons notre intérêt. Notre intérêt premier, c'est d'avoir un pays souverain. Un pays qui est capable d'assurer sa propre sécurité. Et un pays qui est capable d'évoluer de façon autonome, un pays qui est capable aussi d'exploiter ses ressources au bénéfice de sa population. Maintenant, les partenariats qui viennent, nous l'avons indiqué, pour le Mali doivent s'inscrire dans 3 principes clés qui ont été consacrés dans notre constitution: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte des intérêts de notre peuple. À partir du moment où un partenariat s'inscrit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il y a beaucoup de partenariats qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre. Et bon, le Mali continuera à être ouvert à travailler avec les uns et les autres. Donc, nous travaillons par principe, nous travaillons par objectif. Nous n'avons pas d'animosité ou de sympathie particulière par rapport à ça. Je pense que tous les pays cherchent leur intérêt. Mais il faut que ça se fasse dans le respect mutuel et dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant et non dans un esprit de domination parce que certains partenaires agissent ou se comportent comme si nous leur appartenions. Et où on nous a dit à un moment que bon, le Mali, vous ne pouvez pas parler à tel, vous ne pouvez pas voir tel partenaire, vous ne pouvez pas agir, y compris le fait que même notre armée sur notre territoire était interdit d'accéder à des parties de notre... Donc je pense que ce sont ces questions fondamentales de principe qui nous ont mis en difficulté avec certains partenaires, mais nous restons ouverts. Nous restons ouverts tant que l'intérêt du Mali et des Maliens est respecté, et tant qu'un partenaire trouve son compte dedans, je pense que nous pouvons marcher ensemble. Alors, vous venez de parler du respect mutuel des intérêts. Est-ce qu'il y a cet élément dans les relations entre la Russie et le Mali? Absolument. Je pense que c'est d'abord un partenariat qui, de notre point de vue, est sincère et pragmatique, parce que dès le début, ce que le Mali a cherché, c'était simple. C'est vrai qu'on avait une relation historique avec l'ex-URSS qui a aidé à former beaucoup de la majorité des hommes en uniforme au Mali et même beaucoup de civils, d'ingénieurs. Mais les évolutions qu'il y a eu ces 3-4 dernières années, c'était dû au fait que
le Mali a constaté que malgré le partenariat avec les Nations Unies, avec beaucoup de partenaires européens, occidentaux et autres, sur une dizaine d'années, tout l'investissement qui a été fait pour sécuriser notre pays n'a pas été un succès, ne nous a pas permis d'assurer notre sécurité. Et nous avons décidé de changer de paradigme sécuritaire en nous disant que bon, on ne va plus compter sur sa force étrangère. Nous voulons faire en sorte que la sécurité des Maliens soit mise entre les mains des Maliens. Et que pour cela, il fallait équiper, former les forces de défense et de sécurité du Mali pour les mettre en position de se sacrifier, mais aussi de défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. C'est en ce moment que nous sommes tournés vers beaucoup de ces partenaires traditionnels, qui pratiquement, il y avait une sorte d'embargo de fait ou non dit vis-à-vis de notre pays où nous n'avons pas accès aux équipements, aux moyens aériens, aux équipements militaires dont nous avons besoin pour pouvoir nous battre. Parce qu'il y avait chaque fois des complications, même si on veut acheter avec nos ressources. C'est dans ces conditions que nous nous sommes tournés vers la Russie qui n'a pas ces conditionnalités politiques à notre égard et qui acceptait de pouvoir travailler avec nous sur la base d'un partenariat gagnant. La Russie répondait à nos besoins et répondait à nos besoins de façon prompte. Parce que nous faisons face à des groupes terroristes les plus violents sur la planète. Nous avions pensé la situation chez nous était une situation de survie. C'est un défi existentiel. Pendant que ces partenaires, certains partenaires avec lesquels on achète un avion, même juste de transport de troupes, on met 1 an. C'est livré 1 an après le délai de livraison. Donc, c'est dans ces conditions que nous travaillons avec la Russie. Et parce que nous avons des besoins. La Russie a des capacités. Et elle accepte que nous puissions travailler dans des termes qui sont aussi acceptables pour le Mali. Et notre objectif est de mettre notre armée en capacité d'assurer la sécurité du Mali de façon autonome. Et aussi, nous avons un partenariat politique avec la Russie parce que ce n'est pas qu'une relation mercantile. Au niveau international, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de souveraineté nationale, le Mali et la Russie partagent des vues similaires, ce qui nous amène à nous soutenir mutuellement au niveau des Nations Unies. La Russie a dû même mettre un veto pour pouvoir empêcher la continuation du régime de sanctions contre le Mali. Le Mali aussi a porté son appui à la Russie quand elle est attaquée sur beaucoup de résolutions au niveau de la Russie. Maintenant, je pense que nous sommes dans une relation où chacun a ses intérêts, ses objectifs et nous travaillons à pouvoir avancer cet agenda, mais dans le respect mutuel. Vous avez parlé de la coopération en matière de défense. Est-ce qu'il y a des résultats concrets de cette coopération? Le résultat, c'est quoi? Nous étions là pendant 10 ans. Nous avions toutes les forces internationales qui existaient au niveau du Mali. Total, je crois que plus de peut-être 30 000 hommes, si vous incluez tous les partenariats que nous avions, qui ne donnaient pas de résultats. L'armée malienne a été pratiquement reconstruite. Nous avions une bonne partie du nord du pays qui était occupée par des groupes indépendantistes, rebelles, des groupes terroristes ou autres. Le centre du pays était aussi sous les conflits intercommunautaires. Il y a beaucoup de parties qui échappaient au contrôle de l'État. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation d'ensemble, l'armée et les institutions maliennes sont présentes sur tous les territoires nationaux. Je ne veux pas dire qu'on assure la sécurité à 100% parce qu'il y a des groupes qui demeurent actifs, mais nous pouvons aller partout sur notre territoire avec nos propres moyens au moment où le Mali ne reçoit presque aucune assistance internationale qu'elle recevait auparavant. Donc c'est dire qu'aujourd'hui même sur le plan, il y a une amélioration substantielle de la sécurité. L'administration est revenue dans beaucoup de localités, les services sociaux de base sont revenus, il y a encore des défis par rapport à ça, mais aujourd'hui, l'offensive et la stratégie militaire commencent à porter ses fruits et notre armée est en opération presque sur une bonne partie du territoire national. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique positive, dans une dynamique offensive. Les défis sont là, nous allons continuer à y faire face. Est-ce que vous ressentez le besoin de la part de la population malienne d'avoir l'accès aux sources d'informations alternatives? C'est une évidence. C'est une évidence. Nous voulons que
notre population soit bien informée. D'abord, il est important pour le Mali, l'État malien, les institutions publiques maliennes et privées maliennes, d'avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir aussi générer l'information pour notre population, et que si cette première phase est faite, parce que même si on a des médias étrangers qui viennent, il faut que vous ayez aussi des partenaires locaux qui sont en mesure aussi de faire le travail. Mais donc, une fois qu'on a cet environnement national qui est amélioré, il est important pour nous aussi d'avoir des médias comme le vôtre ou d'autres qui essaient de travailler pour donner d'autres informations alternatives qui donnent quand même le choix. Une information n'est jamais neutre, mais bon, qui donne quand même le choix aux gens, qui présentent d'autres manières de voir, pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, et la collaboration avec les structures russes ici. Je pense que le ministre Lavrov en parlait aujourd'hui, que ça sera un des points de partenariat avec les médias russes et les médias africains pour pouvoir offrir une palette de choix à nos citoyens pour pouvoir se faire une idée. Quelques questions tout aussi importantes. Vous venez de l'évoquer, l'AES. Comment se porte l'intégration au sein de cette alliance? Nous avançons. Nous avançons le 16 septembre 2023. Nous avons mis en place la charte du Liptako-Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, qui est un mécanisme de sécurité collective, de défense collective de sécurité pour le Mali, le Burkina et le Niger. Et, ce mécanisme a été mis en place pour faire face aussi à une menace existentielle qui était à l'époque une menace d'intervention militaire contre un des pays de l'Alliance. Et je pense que notre mutualisation de nos efforts et nos prises de position ont permis de dissuader cette question. Aujourd'hui, nos armées travaillent ensemble sur le terrain de façon très très poussée et arrivent à avoir des résultats sur le terrain de façon coordonnée, en luttant à la fois contre le groupe terrorisme et contre tous les autres facteurs d'insécurité. Mais nous avons voulu aller au-delà de ce mécanisme de sécurité collective défensive pour aller vers la mise en place d'une confédération des États du Sahel, c'est-à-dire un regroupement d'États avec transfert de souveraineté sur 3 points. D'abord, la question de sécurité, les questions de diplomatie pour permettre à nos pays de parler d'une seule voix. Et le 3e pilier, c'est sur les questions de développement, d'intégration économique. Donc, c'est parce que notre espace, c'est un espace assez homogène. Nous avons la même histoire, la même culture, les mêmes défis climatiques et sécuritaires. Et que, bon, en travaillant ensemble, nous pourrons mettre ensemble nos forces. Mais aussi, c'est aussi une réponse géopolitique à une menace stratégique qui était dirigée contre nos pays. Donc, pour nous, c'est aussi une réponse, une sorte d'alternative, parce que nous ne nous reconnaissions plus dans d'autres organisations régionales qui étaient dans cet espace, qui, de notre point de vue, n'étaient plus contrôlées ni par nos populations, ni par nos dirigeants, et qu'il faut que nous mettions en place une structure où le leadership est africain, où nous travaillons de façon autonome pour nous développer, pour assurer notre sécurité et pour nous départir aussi de toute tutelle coloniale ou impérialiste ou en tout cas tout facteur de domination par rapport. Donc c'est une nouvelle approche. Aujourd'hui, nous commençons à travailler avec des partenaires comme la Russie, comme la Turquie, aussi comme tout partenaire qui estime que c'est important en tout cas de prendre en compte. Et je pense que les autres pays ont intérêt à prendre en compte parce que même les pays qui viennent dans notre espace, ils n'ont pas à choisir entre la CEDEAO et l'AES. Nous sommes tous en Afrique de l'Ouest. Ils doivent travailler avec les peuples de la région. Ils doivent travailler avec toutes les réalités géopolitiques, y compris cette nouvelle entité qui est là, qui n'est pas dans une attitude d'hostilité, mais qui vise un objectif et qui reste ouvert aussi à trouver des modalités de coexistence pacifique avec les autres pays de la région et les autres organisations qui existent pour pouvoir préserver le vivre en commun de nos populations qui ont vécu ensemble depuis la nuit des temps de tous les pays de l'espace ouest africain. Il y a actuellement beaucoup de discussions quant à l'avenir de cette confédération, notamment sur la monnaie commune, sur un passage présumé vers la fédération.
quel est l'avenir de cette confédération? Est-ce que vous envisagez la monnaie commune ou encore le passage vers la fédération? Est-ce que ce serait envisageable et possible? Ce qui est clair en tout cas en ce moment et qui est défini dans les textes de l'organisation, c'est que la confédération est créée comme une étape intermédiaire pour à terme arriver à créer une fédération. Que bon, plusieurs questions de développement économique, d'harmonisation économique sont des questions aujourd'hui qui sont sur la table, qui sont en discussion. Je pense que nous ne nous préoccupons pas de savoir qu'est-ce qui sera fait dans 30, 40 ans. Nous sommes au début d'un processus. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'AES a suscité un intérêt au sein de nos populations qui ont confiance, qui y croient, et nous nous donnons les moyens de pouvoir travailler pour en faire une structure qui travaille pour les peuples. Parce qu'en définitive, l'avenir appartient à nos peuples, à nos populations. Nous, les gouvernants, nous n'avons pas vocation à rester. Donc, tant que les populations de notre espace y croient et font les investissements nécessaires sur le plan sécuritaire, mais aussi mettre en place des programmes structurants, comme par exemple dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine des chemins de fer, il est possible de mettre en place des projets qui créent des liens physiques entre nos pays et qui crée une certaine interdépendance. Moi, je pense que nous devons plutôt travailler à créer les ingrédients nécessaires qui nous permettent d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Mais je pense que le fait que nous soyons déjà ensemble, nous constituons une force et que nous avons une vision politique identique par rapport à ce qui est en cours. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'occuper des autres qui sont optimistes ou pessimistes. Je pense que l'avenir est entre les mains des peuples du Burkina, du Mali et du Niger.